Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Évacuation d'une famille de la tribu de Mangui Nawegwa, renfort des pompiers, propagation de l'incendie vers la tribu voisine. Depuis hier, les pompiers interviennent sur les feux à Wegwa et Koumak en province nord. Bilan ce soir avec en direct la sécurité civile et témoignage d'une famille dont la maison a été encerclée par les flammes. Échange culturel entre les lycéens calédoniens et ceux de Pondichéry. En Inde, c'est le projet des élèves de première du lycée du Mont d'Or et de leurs correspondants. Aujourd'hui, vous verrez une rencontre virtuelle via Skype. Pour cette première, les lycéens calédoniens présenteront la coutume et sa signification. Il fait partie des invités locaux au Salon international du livre océanien. Luc Debord a bien voulu nous partager ses expériences d'écrivain et d'éditeur. C'est dans votre feuilleton de la semaine. Une famille évacuée, 50 hectares brûlés, soit l'équivalent de 70 terrains de foot pour 15 pompiers mobilisés. Les journées d'hier et d'aujourd'hui auront été difficiles et pénibles pour les pompiers et les habitants de la tribu de Manguine à Wegwa. Le feu a traversé la tribu en direction de la tribu voisine à Bondé. Le feu qui a été maîtrisé dans l'après-midi. Nous sommes en direct avec le sergent-chef Philippe Boima, responsable de la sécurité civile en province Nord. Philippe Boima, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la situation à l'heure où je vous parle? Donc, la situation est favorable à l'heure où je vous parle, effectivement. Donc, nous avons maîtrisé donc les deux feux qui se situaient sur la commune de Koumak et la commune de Wegwa. Celui de Koumak est éteint. Nous avons mis tous les moyens en œuvre tout au long de cette journée pour arriver à bout de cet incendie. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de la famille évacuée? Donc, hier soir, on avait un compte-rendu de la gendarmerie qui nous informait que la famille a pu regagner son domicile hier soir après que le feu soit passé autour de l'habitation. Et pour les autres habitants, parce qu'on sait que le feu a traversé la tribu de Manguine pour aller en direction de Bondé? Oui, donc effectivement, hier, suite aux conditions météo qui n'étaient pas favorables, donc un vent fort, le feu est passé rapidement autour des habitations sans endommager l'une d'entre elles. Il n'y a pas eu d'habitation d'endommagée sur ce feu. D'accord. Alors, est-ce que à l'heure où l'on vous parle, il y a un risque de reprise? Comment ça va se passer pour la suite pour vous? Donc pour nous, on a pu traiter cet incendie. Donc on a vraiment noyé tous les endroits qui risquaient de reprendre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère que le feu est éteint. Malgré tout, il faut rester quand même vigilant parce que donc on a des conditions qui vont encore se dégrader. Et j'en appelle à la population de Wegwa d'être très vigilant et de respecter les différents arrêtés et surtout de ne pas brûler en cette période-là. D'accord. Philippe Boima, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Alors, on vous le disait, le feu a tout de même brûlé une partie de la tribu de Manguine à Wegwa en s'approchant dangereusement des habitations. À Manguine, les habitants ont tout tenté pour protéger leur famille et leur maison. C'est le cas de Kenny. Reportage de Natacha Ogui. Hier, Kenny a vu sa maison encerclée par les flammes. Conduite d'eau fondue et carcasse de voiture calcinée, par chance, pas de graves dégâts. C'est avec leurs propres moyens que Kenny et sa famille ont commencé à éteindre le feu. On essaie de faire le contre-feu et tout, puis voilà, il y a le voiture là, puis il y a l'autre voiture de neveu, c'est pareil aussi. On met de l'eau juste pour éteindre juste autour de la maison. Toi. On ne peut pas faire un lance pour... On n'a pas de moyens. Quoi. Dans votre voiture, c'est pas de... Dans la voiture, il y a un puits de 1000 litres, mais s'il arrive chez des gens, là, on prend l'eau, puis voilà, juste pour arranger autour, comme il n'y a pas de pompiers ici, ou pas de camion cuivre pour l'eau. Grâce à l'intervention des pompiers de la sécurité civile, aucune habitation n'a été endommagée. Ce matin encore, vers la tribu de Bondé, les hélicoptères bombardiers d'eau ont pu ralentir l'avancée du feu. Patrick habite à la rentrée de Bondé. En 2016, le feu était arrivé jusque dans sa cour. Pour lui, les feux peuvent être évités ou vite maîtrisés. Il faut anticiper. La chose, c'est l'idée, c'est de créer des cellules
de crise, parce qu'on ne va pas dire crise, on va dire avant-crise, voilà, pour préparer. Là, on a la sécurité civile, mais si on a quelqu'un d'expérience sur les feux, brousses, mais peut prévenir déjà la population. Ça, c'est des cellules, on va dire des cellules pour anticiper la crise qui va arriver, en sachant que c'est tous les ans. Mais normalement, si on a des personnes de service civique, normalement, ils sont formés pour informer la population. Là, on les prend au mois de septembre parce qu'il y a le feu. Les feux sur la zone Ouégoua pourraient être moins graves pour la sécurité civile. Ce qui rend difficile, notamment sur Ouégoua, c'est que donc, les premiers intervenants n'y sont pas, donc, notamment une première équipe de sapeurs-pompiers. Donc forcément, lorsque les feux se déclarent et qu'on n'a pas une première action qui est menée rapidement, forcément les feux prennent de l'ampleur et donc on arrive à ce qui s'est passé ces dernières semaines avec des surfaces immenses et notamment donc, des risques, non seulement pour les personnes mais aussi pour les biens tels que les habitations et notamment tout ce qui est activité économique, la partie élevage et agriculture. Depuis le 15 septembre, saison administrative des feux, on compte plus de 1800 hectares brûlés en province nord. La nouvelle a été annoncée ce matin par nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes. L'homme d'affaires Jacques Jondeau est décédé dans la nuit à l'âge de 74 ans. Né à Lyon en 1945, il s'installe en Nouvelle-Calédonie le 27 mars 1969. Il participe au boom du nickel. Il débute en tant que patenté en étanchéité et devient par la suite rouleur sur mine. Passionné depuis toujours par la course automobile, il fera de cette passion un métier. C'est en 1974 qu'il ouvre le parking Birakem dédié aux véhicules d'occasion. C'est le premier élément d'un groupe qui ne cessera de croître pendant 40 ans. Sa famille s'investira également dans ce projet jusqu'à devenir l'un des groupes les plus importants du pays. Il était également le principal actionnaire du groupe Melchior. Écoutez le témoignage de l'ancien directeur du groupe Melchior, Philippe Desmazel, avec qui il a travaillé 6 années. D'abord, c'est une personne qui était extrêmement agréable dans sa relation, à l'écoute. Ensuite, en fait, la problématique, c'était d'échanger avec Jacques sur des sujets qui étaient un peu différents des sujets qu'il avait l'habitude de traiter, qui étaient en dehors du secteur automobile ou d'autres activités qu'il avait. À la fois, ça l'intéressait beaucoup et il était très demandeur au fond d'explications. Alors après, on avait des débats entre nous, hein, évidemment. Je dirais, mais c'est une forme de richesse, même si on n'est pas toujours d'accord. Et on arrivait toujours à trouver un point d'équilibre. Et personne sachant écouter, sachant décider et décider vite. Ça, c'est vraiment une caractéristique dont je me souviendrai. C'est un frère entrepreneur, donc il sait prendre des risques et il sait faire confiance. Après, c'est une qualité et un défaut, c'est une forme d'autorité, pas d'autoritarisme, mais d'autorité. Alors il la faisait d'une manière douce, mais déterminée. Hein. Il était très carré. Ça, et puis peut-être aussi cette culture, je dirais, de groupe familial qui a beaucoup de vertus et qui aussi complexifie parfois les relations dans le cadre professionnel. C'est une triste nouvelle quand même pour Jacques et toute sa famille que je connaissais un petit peu, et puis pour les salariés, parce que je sais qu'il était très très apprécié par son environnement. Mouvement de grève ce matin devant le siège de la Chambre de l'agriculture, grève illimitée lancée par les deux syndicats CGT-INC et la CFE-CGC. Parmi les points de conflit, les conditions de travail qui, selon les syndicats, se seraient dégradées depuis la réorganisation de la Chambre consulaire. Un mouvement suivi dans les antennes de Bourail, Pointe-Boute et Pointe-Dimier. Une rencontre a eu lieu entre les grévistes et la direction cet après-midi à 14h30 qui n'a abouti à aucun accord. Écoutez chez Julien Abdelkader de la CGT-INC, puis le directeur de la Chambre d'agriculture Yannick Couette au micro de Maxime Bauden. C'était avant cette réunion. On a interpellé à plusieurs reprises la direction
sur un mal-être global, général, sur un sentiment d'insécurité, sur une réorganisation, une restructuration générale de la chambre consulaire. Et aujourd'hui, du fait de ce dialogue social de sourds qu'on peut appeler face à cette direction, on dit stop. Nous, on ne refuse jamais le dialogue, bien au contraire. Donc, hier, on a passé une grande partie de l'après-midi à travailler, à échanger avec eux. Donc, il y en a des élus qui sont devenus, des élus du Nord, des élus des îles et des élus du Sud, avec le président Pasco et la direction, qui a reçu la délégation syndicale. Ça n'a pas permis de trouver un consensus pour éviter cette mobilisation. On a convenu de se revoir pour travailler les sujets. Et ces sujets-là, conditions de travail, font partie intégrante des prérogatives, des instances représentatives du personnel. Et on les reçoit tous les mois. Donc les sujets sont inscrits, on y répond. Voilà. Donc c'est un sujet qui est traité au fil de l'eau. En bref, l'accès à l'île au goéland interdit depuis aujourd'hui jusqu'au 31 mars 2020. L'île au large de Nouméa passe en réserve naturelle intégrale pour permettre à ces oiseaux rares et menacés de se reproduire. Autre interdiction, celle de la pêche et de la collecte de toute nature à la passe de Dimbéa jusqu'au 1er mars pour également permettre à de nombreuses espèces de poissons de se reproduire. Échange culturel entre les lycéens calédoniens et ceux de Pondichéry en Inde. C'est le projet des élèves du première du lycée du Mont d'Or et de leurs correspondants. Aujourd'hui, vous verrez une rencontre virtuelle via Skype. Pour cette première, les lycéens calédoniens présenteront la coutume et sa signification. Un sujet qui se passe de commentaires d'Alexandre Sigura. Bonjour. Bonjour. Du coup, on va commencer. Voilà, on est très fiers de vous avoir comme correspondant. Et là, maintenant, on va accueillir 2 élèves qui vont vous faire la coutume. Voilà, avant de commencer, on a décidé de faire un petit geste. Chez nous, ici, c'est important de faire la coutume. C'est pour un signe de respect. C'est pas tous les jours aussi que nous correspondons avec des élèves très très loin comme ça en Inde. Et voilà, pouvoir échanger comme ça sur nos cultures et pouvoir faire des nouvelles rencontres, aller sur l'autre et l'ailleurs, le multiculturalisme, voilà, ça me plaît énormément en fait. Voilà, on a échangé, on s'est dit que ça serait bien de leur présenter différentes cultures d'ici. On a présenté des différentes danses, on s'est échangé des mots en dialectes différents. On leur a demandé aussi, ils nous ont répondu et c'était vachement bien. Have you all ever swum in the Ganges? And why do you do this? Yes, I already swim in the Ganges, and it's how can I say? It's to delete all your negative energy. En termes culturels aussi, nous venons de voir lors de cet échange Skype, comme des précédents, qu'il y a des traditions, des façons de faire, qui a la parole dans le groupe, plutôt les garçons que les filles. Et c'est des choses qui se retrouvent ici. Et c'est intéressant parce que quand on l'observe chez l'autre, ça nous permet de prendre conscience de ce qui se passe ici aussi dans la culture locale. Pouvez-vous prononcer une phrase dans vos langues en disant bonjour? Ma langue est ni allée mieux. Ça veut dire je t'aime. C'est en 2020, c'est soit on vient en avril ou soit on vient en juin. On s'est mis à faire le programme, à faire le budget, à dire aux élèves, voilà, il nous faudrait exactement à peu près 6 millions de francs, ce qui est énorme. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut y arriver? Et c'est de même que sont venues les différentes solutions. On peut faire au sein du lycée un bingo, loto, tombola, vendre des brochettes, des gâteaux. Et très rapidement, d'eux-mêmes, ils se sont mis à organiser très souvent les samedis leur vente. C'est bon, on a tout le monde? Ok, bisous tout le monde. Au revoir. Et pour continuer à financer leur projet, un bingo loto est prévu ce samedi 5 au lycée du Mont d'Or.
Luc Debord est calédonien, invité au Silo. Cette année, il va pouvoir partager avec ceux qui le souhaitent ses expériences d'écrivain et d'éditeur, mais aussi ses lectures. Il a accepté qu'on le suive une partie de sa journée lors du Salon international du livre océanien. De passage à Coné, c'est dans votre feuilleton de la semaine. Cette tasse à café, donc j'ai posé le contexte, elle est là, il y a un gars qui vient de s'asseoir en face de lui, elle a peur qu'il la jette à la poubelle. Où est l'opportunité de transformation là-dedans? Elle va se dire, finalement, la poubelle, c'est peut-être une autre vie, j'ai peut-être des choses à découvrir, et du coup, elle réalise que jusque-là, elle s'était fixée pour mission de contenir du café, et que finalement, la vie est peut-être plus large que ça, et qu'il est temps d'explorer le reste. Calédonien, Luc Debord donne des ateliers d'écriture dans le cadre du Salon international du livre océanien. Cet homme aux multiples talents est passé progressivement de l'informatique au journalisme jusqu'à se lancer dans l'écriture. Il devient donc rédacteur en chef du Tazar pendant 3 ans avant de fonder les éditions Humanis et accompagner les écrivains. Ça me fascine parce qu'il m'arrive à mes heures perdues moi aussi d'écrire et du coup je m'enrichis moi-même en fin de compte à travers les dialogues qui ont lieu avec les auteurs, parce que bien sûr je leur apporte une expérience et un point de vue réfléchi sur l'écriture, mais chaque auteur a quelque chose à m'apporter sur sa vision de l'écriture, sa façon de travailler, ses propres idées. Alors qu'est-ce que vous attendez du Silo? Des rencontres. Clairement, c'est l'occasion de rencontres. Rencontres avec le public, rencontres avec des libraires, puisqu'on en a même un qui nous accompagne dans la caravane. Rencontres avec des écrivains, déjà publiés, avec qui les liens peuvent se renforcer, ou avec qui on peut créer de nouveaux projets, ou que je ne connais pas du tout, que je découvre. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de titres ici qui sont nés de rencontres du Silo. C'est en fait quelqu'un qui a un regard sur ce que vous avez écrit, un regard extérieur qui vous permet de prendre du recul et de pouvoir réfléchir à votre écrit, à votre production. J'ai le projet d'écrire un livre jeunesse qui parle de mon fils. On a vraiment échangé, Luc m'a apporté énormément de choses, notamment les bases de l'intrigue. Pour devenir un auteur, évidemment, il faut aimer ça, il faut aimer les textes, il faut aimer la lecture. Donc la première chose, c'est de lire. Pour moi, votre devoir, c'est de faire le lien entre la culture orale dont vous êtes encore porteur, parce que vous êtes encore en plein dedans, et la culture écrite vers laquelle, d'une manière ou d'une autre, on va aller. Depuis, Luc a aussi écrit des livres comme Les 12 sentiers vers le bonheur, L'île maudite ou plus récemment la rédaction des micro-fictions calédoniennes avec 4 auteurs calédoniens. Voilà, suite de votre feuilleton. Demain, vous découvrirez cette fois-ci le portrait d'une auteure originaire de Lifou, Wej Zoulni. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Tout de suite après, ne ratez pas votre émission Bienvenue dans la bande présentée par Stéphanie Marié. Elle nous parlera de cuisine ayurvédique. Puis à 19h20, retrouvez l'épisode numéro 11 de L'amour est dans le pré. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.